professeur Bernard Hirschel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était l'objet de votre venue à Paris? Alors, il existe donc le Conseil national du sida. Il y a là un groupe de travail qui, depuis un certain temps, s'intéresse à la question de la contagiosité en relation avec le traitement. Et vu que cette commission en Suisse, commission fédérale sur le sida, qui est un peu la même chose que le Conseil national du sida, mais en Suisse, s'est prononcé là-dessus, ils m'ont interviewé. Je ne fais pas partie de ces commissions suisses, mais je suis un peu le porte-parole pour les francophones. En France, la publication des recommandations suisses a provoqué une polémique, des échanges de communiqués de presse. Aujourd'hui, vous avez dit que le débat était beaucoup plus apaisé. Est-ce que vous pouvez nous dire quand même quels sont les points, quelles sont les divergences entre et quelle est votre appréciation de l'état du débat français sur cette question de l'intérêt préventif de la charge virale? Il y a deux objections à ce que les Suisses ont dit. La première, c'est des gens qui disent « Eh bien, vous avez raison. Du reste, je le dis aussi à mes patients, mais il ne faut pas en parler en public. Ça fait confusion, ça fait désordre. » Et là, bon, c'est presque une question philosophique. Mais je pense que ce n'est pas une bonne stratégie de communication de dire une vérité à une partie du public et puis une autre vérité à une autre partie du public. Et la deuxième chose, c'est que les gens disent « Oui, on est assez convaincus, mais il n'y a pas encore assez d'évidence. » C'est vrai qu'il y a, par exemple, une soixantaine de couples qui ont eu des enfants avec des relations sexuelles non protégées. Il n'y a pas eu d'infection. Mais 60, c'est peu. Si vous avez eu 1000 ou 2000, peut-être qu'il y aurait eu des infections. Et ça, c'est assez difficile de dire quel est le niveau d'évidence qui suffit. Je crois que ce débat-là continuera. En tout cas, je crois il y a eu un effet positif de ces recommandations. Tout le monde se demande où est-ce qu'on pourrait avoir des données additionnelles. Et ces données sont en train d'être réunies. Combien de couples, combien de situations faudrait-il réunir pour apporter une preuve incontestable du point de vue statistique et scientifique de ce principe que quand on a une charge virale indétectable, pas d'IST et tout cela depuis plus de 6 mois, qu'on n'est plus contaminant? Il faut comprendre qu'on n'aura jamais la réponse, on n'aura jamais une preuve absolue. Le risque zéro, on ne peut pas le prouver. Et donc il y aura toujours un risque résiduel. Et ce risque résiduel sera suffisant pour certaines personnes de ne pas accepter la recommandation. Mais il faut quand même distinguer le risque résiduel qui peut être important pour l'individu, mais qui n'est pas important pour l'épidémie. Et de ce fait, irrélevant pour les recommandations publiques. Je crois que les comités officiels doivent s'occuper de ce qui est fréquent. Ce qui est fréquent, c'est la contamination par des personnes qui ne sont pas traitées et qui ont des relations sexuelles non protégées, tandis que ce que fait celui qui a une virémie indétectable par exemple et qui veut faire un enfant, ce n'est pas quelque chose qui va influencer l'épidémie du sida. Le risque est nul ou très très petit et donc qu'il fasse ce qui bon lui semble et ce qui est le plus efficace pour la procréation. Est-ce qu'il y a pour vous un intérêt que dans le débat public, on pose cette question, cette nouvelle façon de voir une personne séropositive sous traitement comme étant moins ou pas contaminante? Est-ce que ça ne pourrait pas révolutionner le regard du grand public qui, depuis le début de l'épidémie, perçoit les séropositifs comme des contaminateurs potentiels, comme des porteurs de maladies, comme des vecteurs de transmission? Alors ce que les patients nous disent, c'est souvent ça. C'est un poids apporté de ce savoir contaminant, ça contribue à notre isolement, à notre discrimination, et de dire ou de se savoir moins contaminant à cause du traitement, ça renforce notre adhérence. Nous avons une raison additionnelle d'avaler nos pilules, c'est bon pour nous. Dans ce sens, c'était une des raisons pour laquelle on croyait devoir sortir avec cet article. Alors, tout le monde dit qu'il faut plus de données, qu'il faut aller plus loin dans la recherche et tout ça, mais combien de temps, selon vous, faudra-t-il attendre pour arriver à un consensus sur ces questions et à ce que les instances nationales qui comptent, françaises ou américaines, modifient leurs recommandations pour s'adapter aux données qu'on a en 2008? Alors bon, je ne suis pas prophète, mais je pense que ça va prendre un certain temps, notamment parce que
disons, les instances publiques peuvent se tromper de deux manières. Ils peuvent se tromper dans le sens qu'ils disent que quelque chose est dangereux, tandis qu'en effet, en réalité, il n'est pas. Ça, c'est pas grave. Par contre, de se tromper dans le sens contraire, de dire quelque chose n'est pas dangereux et c'est quand même dangereux, ça c'est mauvais pour votre carrière, c'est mauvais pour un politicien. Et ce genre d'attitude qui est très répandue dans le public et notamment aussi dans les journaux, fait que les comités se protègent d'abord eux-mêmes et exagèrent toujours du côté précaution. Et ça, c'est ce qui fait que ces recommandations évoluent extrêmement lentement.